Salut à toi, bienvenue dans cette superbe vidéo dans laquelle tu vas apprendre énormément de choses puisque je vais te partager ma stratégie qui s'appelle le triangle de l'investissement et qui va te permettre, si tu l'appliques correctement, de battre le marché. Donc, en fait, tu vas apprendre dans cette présentation le stock picking. Donc, qu'est-ce que c'est que le stock picking? Le stock picking, c'est sélectionner des actions précises pour faire des performances intéressantes. Voilà, tu vas sélectionner les 5% des actions qui font 100% des résultats du marché. Bon, là, c'est peut-être que je t'ai perdu, mais bref. En gros, c'est ça qu'on va faire. On va faire du stock picking. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, qui je suis? Je suis Adrien. Donc, ça fait plusieurs années que j'investis en bourse, mais j'ai déjà investi ailleurs avant. Et j'ai 30% de rendement annuel chaque année, et tout ça en appliquant la stratégie du triangle de l'investissement. Donc en fait, j'utilise la même technique que Warren Buffett, un peu remasterisée, mais 90% c'est ce qu'il enseigne. Donc Warren Buffett, c'est la quatrième personne la plus riche du monde, euh, qui a réalisé 5,5 millions de pourcents depuis le début, en 60 ans. Donc j'applique exactement sa technique d'investissement, la technique secrète. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le triangle de l'investissement? Très simple. Ça se base sur trois choses. Premièrement, la comptabilité. Enfin non, je vais dire premièrement la psychologie, parce que les bases c'est la psychologie pour moi. C'est 80% de psychologie. Euh, voilà, 80% de psychologie. Je vais détailler après chaque truc. Il y a aussi la comptabilité. Donc la psychologie, en fait, c'est ta psychologie personnelle. En fait, c'est, on va dire, comment tu réfléchis dans le marché, ton mindset, the mindset. On va exploser le mindset. Ensuite, comptabilité. La comptabilité, c'est savoir lire un bilan comptable, savoir analyser les chiffres. Ça, c'est le plus facile. Et la stratégie de sélection, c'est comment tu vas sélectionner les actions suivant ton profil et suivant ta psychologie. Donc déjà, je vais commencer par la psychologie. Donc, laisse-moi t'expliquer, jeune homme. Non, allez, faut que je sois sérieux là, faut que je sois sérieux. Donc en gros, dans le cerveau humain, en fait, le cerveau humain, il n'est pas fait pour investir. Ça semble bizarre, mais oui. En fait, l'évolution de notre cerveau, elle s'est faite sur des millions d'années, alors que l'argent existe depuis quelques milliers d'années seulement. C'est-à-dire que en fait, notre cerveau, il a une grande partie émotionnelle. Tu dois le savoir, enfin, si tu t'intéresses au sujet, quand tu achètes un produit, que tu fais des choses en général, c'est pas rationnel. Notre façon de faire est très émotionnelle. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, en fait, le principal ennui quand tu investis, et même dans la vie, quand tu fais peut-être des erreurs qui te coûtent très cher, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, des biais cognitifs. Donc dans l'investissement, voici les biais cognitifs principaux. En gros, pour la petit exemple, un biais cognitif, c'est, on va dire, c'est une sorte, par exemple, si ton fonctionnement cérébral, c'est un logiciel, tes biais cognitifs, ça va être des faille dans ton logiciel. Donc potentiellement, on peut hacker ton cerveau. Et c'est ce que font les entreprises, par exemple avec leur marketing, elles te hackent le cerveau. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc je vais t'expliquer un peu quels sont les biais cognitifs, en quoi ça va nous aider à mieux investir. Donc il y a premièrement, voici les premiers biais cognitifs principaux que l'on retrouve quand on investit, donc qui nous posent problème. Donc il y a le biais de confirmation. Ça, c'est quand quelqu'un a une idée sur quelque chose et en fait, il veut prouver que son idée c'est la meilleure. Donc, son objectif, c'est pas de contrer son idée, c'est de trouver le maximum d'arguments qui vont dans le sens de son idée. Ça, d'ailleurs, on le retrouve beaucoup dans le groupe, ou quand tu prends une opinion dans un groupe, par exemple, un groupe de 10 personnes, je pense ça,
bah, très peu de gens n'arrivent pas à assumer qu'ils ont tort en fait. Et ça, tu le revois partout. Moi, quand je vois quelqu'un, je le titille un peu là-dessus. J'aime bien titiller les gens sur leur biais cognitif. Par exemple, j'ai rencontré un gars, il travaillait chez LVMH. Il pensait que c'était la meilleure entreprise et il me dit, en fait, c'était le gars un peu très émotionnel, pas très réfléchi, qui prend pas trop de recul. Et il me dit, moi, il faut investir dans LVMH parce que c'est la plus grande entreprise. Et donc le gars, il travaillait là-bas. Et en gros, il pensait que qu'il voyait, c'était la meilleure et que c'était les numéro un, donc faut investir. C'était ça son argument. Et après, il essayait pas de trouver des arguments contre. Donc en gros, le biais de confirmation, tu vas avoir une idée, tu vas chercher tous les arguments pour soutenir ton idée. Ensuite, le biais d'ancrage, c'est par exemple, imaginons que tu rencontres, euh, je te dis, ça vaut 50 euros. Et ben non, je te dis, je te le fais à 25 euros. Bah ça participe un peu sur le biais d'ancrage parce que tu es ancré dans l'idée que ça vaut 25 euros. Eh bien, c'est pareil dans l'investissement. Par exemple, tu vois une action qui vaut 25 euros, elle baisse à 10 euros, tu dis, ah, mais en fait, elle va au 25, il faut que je l'achète. Mais non. Donc, troisième biais cognitif, l'excès de confiance. La plupart des êtres humains, 80, euh, les êtres humains en général, ils ont trop confiance en eux. Enfin, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais c'est-à-dire qu'ils ont un excès de confiance, c'est-à-dire qu'ils vont penser que ils vont pouvoir deviner l'avenir, par exemple, que eux, ils savent mieux que les autres. Ça, c'est beaucoup d'êtres humains. Après ça c'est pas la confiance en soi, c'est bien, mais là, je parle une spécificité. On pense que nous, on est plus intelligent que les autres. Nous, on sait mieux que les autres. Nous, et voilà. Disponibilité. Disponibilité. Ah oui, c'est-à-dire que par exemple, si je vous dis, voilà, je vais parler d'une entreprise, je vais vous donner des informations sur cette entreprise et vous allez dire, d'après ces informations, il faut investir dans cette entreprise. Mais peut-être que vous n'avez pas pris toutes les informations, vous avez pris les informations les plus disponibles. Donc, la sélection des informations, il faut faire gaffe. Aversion à la perte. Ça, c'est un autre biais, c'est-à-dire que l'être humain, en général, a tendance à avoir plus peur de perdre que de gagner. C'est-à-dire si pour une même probabilité, en fait, l'humain a beaucoup plus peur de perdre. Si je te dis, si tu perds, par exemple, 100 euros, ça va te faire beaucoup plus mal que ce que tu vas gagner en plaisir si tu gagnes 100 euros. Donc ensuite, le statu quo, zone de confort. C'est-à-dire qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort. Par exemple, on va penser à une entreprise, on va se dire cette entreprise, j'ai investi dedans, donc c'est une bonne idée, donc je laisse comme ça. C'est le statu quo. Alors que peut-être quelque chose a changé. Peut-être qu'il y a un concurrent qui va la défoncer, l'entreprise. Et le dernier biais cognitif, le biais cognitif du troupeau. C'est-à-dire que être humain, nous autres êtres humains, on a tendance à suivre le troupeau, c'est-à-dire à faire comme les autres. Donc si on voit, par exemple, un restaurant avec beaucoup de gens qui rentrent, on va se dire, OK, je préfère aller dans ce restaurant que celui où il y a personne. Ça, c'est un biais cognitif du cerveau. Et ça, on le voit, par exemple, dans l'investissement, quand une action explose et qu'on voit beaucoup de gens qui disent, c'est l'affaire du siècle, c'est une super action, bah nous, automatiquement, on va se dire, waouh, il faut que j'investisse parce que ça explose et tout le monde le dit. Et c'est un peu l'inverse de l'aversion à la perte, parce que l'aversion à la perte, vous allez acheter une action, vous allez avoir un raisonnement qui tient la route, et l'action va chuter, et vous allez vous dire aïe aïe aïe, ça fait mal, je perds de l'argent, et ça va vous faire tellement souffrir que vous allez revendre. Voilà. Donc il faut avoir connaissance de cette psychologie des biais cognitifs, et au moment où vous allez prendre des décisions, il faut savoir analyser quand vous faites des erreurs, il faut savoir analyser ces biais cognitifs. Par exemple, si ça chute, ça vous fait mal, le prix de l'action il chute, vous lui dites ah ça me fait mal, il faut que je vende, et après vous vous dites ah non, ça c'est un biais cognitif que j'ai, je sais pourquoi je pense comme ça, c'est parce que en fait il faut pas que je me laisse avoir par mon cerveau primaire qui me dit de faire ça. Et donc c'est ça les biais cognitifs, et il faut en avoir conscience. En gros, il faut prendre du recul sur son raisonnement et toujours essayer de prendre du recul, de prendre son temps et de réfléchir de façon mécanique et logique, quoi, plutôt que de façon émotionnelle. La comptabilité. Donc la comptabilité, c'est assez simple. En fait, je vais vous prendre
un bilan comptable. Donc on va sur Yahoo Finance, on va taper une entreprise, on va prendre Microsoft. Et bien là, vous allez dans éléments financiers. Et en fait, le bilan comptable, c'est c'est composé de trois choses. Attendez, hop, comptabilité, ok, c'était là. Ouais, le bilan comptable, là, maintenant, on va voir les choses principales. Donc là, vous voyez ça, vous dites, waouh, c'est incroyable, on comprend rien. Vous inquiétez pas. C'est assez simple. Une fois qu'on a compris, ça met un peu de temps, peut-être vous pouvez prendre des notes aussi. N'hésitez pas à prendre des notes si vous regardez cette conférence, parce que ça va être vraiment une conférence où je vais aller dans le détail. Et si vous n'avez pas compris des trucs, vous pouvez me demander. Ou voilà, vous pouvez noter ce que ça veut dire, les bilans comptables. Mais ça, vous pouvez trouver ça à peu près partout sur Internet. Mais là, je vais vous expliquer. Donc, un bilan comptable d'une entreprise, c'est constitué de trois choses. Déjà, on a le compte de résultat, qui va être l'argent que l'entreprise génère et le chiffre d'affaires et enfin les bénéfices, ce que ça va lui coûter de d'acheter ça pour faire ci, pour faire ça. Donc, ça va être les chiffres de l'entreprise, les bénéfices, là je vous parle chinois, mais en gros, l'argent qui rentre dans les poches de l'entreprise, l'argent qui sort, l'argent pour payer les fournisseurs, etc. Ça va être le compte de résultat. Ensuite, on aura le bilan. Le bilan, ça va être constitué de deux choses. Donc, il y aura les actifs et les passifs. Donc, les actifs, c'est ce qui rapporte de l'argent à l'entreprise ou ce qui peut en rapporter. Par exemple, si l'entreprise a de l'argent dans ses coffres, c'est considéré comme un actif. Ou si elle a de l'immobilier, bref, tout ce qui peut rapporter de l'argent. Et ensuite, on a les passifs. Et les passifs, c'est tout ce qui peut lui coûter de l'argent. Donc, par exemple, les dettes. Si elle doit de l'argent à quelqu'un d'autre, ça va être dans le passif. Et ensuite, les flux de trésorerie. Donc là, c'est un peu plus différent, peut-être un peu plus complexe à comprendre. En fait, on voit ça comme des flux. Donc par exemple, si on prend votre maison, bah il y a des gens qui rentrent dans votre maison, des gens qui sortent. Bah là, c'est pareil pour une entreprise. Sauf que les flux, ça va être l'argent. Donc on va regarder où part l'argent et comment elle rentre, etc. On va avoir tous les flux de trésorerie. Donc ça ressemble un peu à ça, au compte de résultat, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc je vais commencer par le compte de résultat. Donc déjà, une chose, il y a le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est l'argent qui va être généré par l'entreprise. Euh, En fait, l'argent qui va rentrer dans les poches de l'entreprise. Euh, Par exemple, ce que ses clients vont payer. Par exemple, si on achète par exemple une bouteille d'eau, eh bien cette entreprise, moi je la paye 2 euros, elle va recevoir 2 euros. Donc ça va rentrer dans le chiffre d'affaires. Donc après, il y a plusieurs années aussi, j'ai oublié de vous dire. Donc moi, j'aime bien regarder sur une longue période. En général, 5 ans minimum j'aime bien regarder en annuel et pas en trimestriel parce que notre stratégie, c'est une stratégie d'investissement sur le long terme. Donc voilà, il y a le chiffre d'affaires. Les bénéfices, c'est par exemple ce qui reste après l'entreprise. Par exemple, donc là on peut voir que l'entreprise Microsoft, elle fait 280 milliards de chiffre d'affaires et des bénéfices de 200 milliards presque. Donc c'est vraiment bien, c'est-à-dire qu'il y a des grosses marges. Là on voit directement. Donc je vais pas peut-être tout vous expliquer, mais je vais vous expliquer les trucs principaux. Donc les frais d'exploitation, c'est ce que ça coûte pour procurer les services, en l'occurrence, ou les produits que procure l'entreprise. Mais là, on a par exemple les bénéfices nets pour les actionnaires. Donc c'est euh, les bénéfices qui restent pour les actionnaires. Le BPA, en fait, c'est ce qu'on appelle le bénéfice par action. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une action. Donc une action, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous l'expliquer, mais j'estime que peut-être vous connaissez les bases. C'est en fait, on a une entreprise, on la sépare en différentes parties. Pourquoi on la sépare en différentes parties? Parce que comme ça, on peut, plusieurs personnes peuvent avoir une part de cette entreprise. Et le but, c'est que beaucoup de gens puissent avoir des parts dans l'entreprise. Donc, le bénéfice par action, ça va être le bénéfice total divisé par le nombre d'actions. Et donc là, si on multiplie 12,99 par le nombre d'actions totales, on va obtenir
le bénéfice. Mais je crois que bénéfice par action, ça inclut les taxes, je sais pas trop quoi. Bref, peu importe. Coût d'exploitation, ça, c'est ce que ça coûte à l'entreprise. Donc, voilà. Bénéfice normalisé, charge d'intérêt. EBIT, ça, c'est le bénéfice, euh, euh, earning before interest, avant les intérêts et les taxes. Donc, en gros, ça va être le bénéfice que l'entreprise, elle gagne avant de payer des taxes. Donc, d'ailleurs, je crois que le bénéfice par action, c'est à partir de l'EBIT que c'est calculé, ou à peu près, quoi. L'EBITDA, on s'en fout. Euh, Donc voilà, là vous avez compris un peu ce que c'est que le compte de résultat. Donc maintenant je vais vous parler du bilan. Donc le bilan, comme je disais, les actifs, les passifs, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc dans les actifs, on a plusieurs choses. Les actifs à court terme. Les actifs à court terme, c'est ce que l'entreprise, elle peut vendre rapidement pour récupérer de l'argent. Donc en général aussi, il va y avoir l'argent en lui-même. Par exemple là, on voit trésorerie quasi espèce, donc ça c'est tout ce que l'entreprise peut a en cash, en gros, plus ou moins. Et parce que après ça peut être aussi, quand ils disent quasi espèce, ça peut être aussi des bons, etc. Mais des trucs qu'on peut liquider très rapidement. C'est-à-dire quand on peut liquider, c'est-à-dire des trucs qu'on peut vendre. Ça c'est ce que d'autres comptes doivent lui payer. Ça c'est l'inventaire, donc les biens physiques. Et après, le reste, on s'en fout un peu. Ça, c'est les autres actifs à court terme. Donc, retenez, actifs à court terme, c'est les actifs qu'on peut liquider en moins d'un an. Et actifs à long terme, court terme, total des actifs non circulants. Voilà. C'est, donc, on appelle ça aussi non circulants, c'est-à-dire des choses que on peut vendre plus difficilement. Donc là, par exemple, il y a immobilisation corporelle. Donc, là, on rentre un peu dans les choses compliquées. Mais là, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Mais en gros, ça va être, par exemple, de l'immobilier. Donc, des choses que ça met du temps à liquider. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage vraiment à taper sur ChatGPT si ça vous intéresse, ou sur Google. Par exemple, moi, je sais pas tout, hein, faut pas croire. Des fois, il y a des trucs que je connais pas, mais on n'est pas obligé de tout savoir. Ce qui compte, ce qu'il faut bien retenir, en fait, c'est qu'une entreprise, c'est quoi? Son principal problème, son principal risque, c'est de se faire liquider, donc de perdre tout son argent. Donc après, on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise perd tout son argent? Eh bien, la dette, ou le fait d'être endetté, ou de pas faire assez d'argent par rapport à ce que ça nous coûte. Donc voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on a compris les bases de l'entreprise. Donc, actifs corporels, fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est de l'argent, on va dire, qui tombe et qu'on peut utiliser. En fait, moi, j'ai l'habitude de lire en anglais, donc, mais en gros, ça va être de l'argent qu'on peut réutiliser, qui tombe et qu'on peut réutiliser, quoi. Donc, par exemple, tous les ans, j'ai, imaginons que j'ai une entreprise, voilà, ça c'est mon entreprise, bah, je vends des trucs et là, j'ai 34 milliards en fonds de roulement, il me reste ça, et après, là, il me reste 49 milliards l'année suivante. Et en gros, ça va nous permettre d'avoir de la marge, quoi. Parce que si jamais on a un problème, on peut taper dans le fond de roulement. Voilà, donc après, voilà la dette nette, etc., etc. Mais là, en fait, on n'a pas regardé les passifs, ça c'est important. Et donc les passifs à court terme, c'est pareil que les actifs à court terme, c'est-à-dire c'est des choses qu'il faut rembourser en moins d'un an. Donc là, par exemple, l'entreprise, elle doit 34 milliards. Elle a des dettes auprès de, je sais pas trop quoi, elle a des passifs exigés à court terme différés, ok. En gros, là, on se prend pas la tête, on voit que l'entreprise, elle a 141 milliards qu'elle doit payer en moins d'un an, et elle a 191 milliards qu'elle peut liquider quand elle veut. Donc, bah voilà. Donc, on voit qu'elle est bien l'entreprise. Mais en général, là, ce qu'on fait, on compare le taux des actifs avec le taux des passifs. On voit que là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'actifs que de passifs. Donc là, ça va. Il y en a à peu près 5 à 4 fois plus. Donc c'est bien. Et après aussi, c'est bien de regarder les actifs à court terme, qu'on a là 191 milliards, et aussi les passifs à court terme 141 milliards. Donc il faut aussi, en général, préférer que les actifs à court terme soient aussi supérieurs aux passifs à court terme.
pour que l'entreprise puisse rembourser ses dettes qu'elle doit rembourser dans moins d'un an. Donc voilà. Après, les flux de trésorerie, ça c'est un peu plus compliqué. En général, moi, je le regarde en anglais, donc là, ça va me faire péter un câble. Mais flux de trésorerie d'exploitation, non, ça va, je comprends là. En fait, l'exploitation, c'est-à-dire ce qui sert aux activités de l'entreprise. Non, non, en fait, ça, en fait, là, vous voyez, il y a des choses qui sont négatives et des choses qui sont positives. Donc là, par exemple, ici, là, vous pouvez creuser, mais en gros, ça va être l'argent qui rentre dans l'entreprise grâce à ces services, en fait. Ok. Et là, par exemple, on voit qu'elle doit payer des taxes. Et ben, ça, c'est avec un moins, parce que c'est de l'argent en moins. Voilà, ça, on rémunère les gens à partir d'actions. Voilà, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est les flux de trésorerie d'exploitation. Donc c'est de l'argent qui rentre. Ensuite, sauf que là, par contre, pourquoi? Oui, ça c'est émission, ok. Oui, oui, c'est bien. Ok. Oui. Ok. Par contre, ça, je pensais pas que ça rentrait là-dedans. Rachat du stock de capital. Ah oui, parce que c'est ces actions. Ok. On n'a pas besoin de tout comprendre, mais après, si vous voulez vraiment savoir chaque truc, vous pouvez demander, rechercher sur Google et tout. Exploitation, machin. Ok, d'accord, d'accord. Ouais. Taxe. Ensuite, là, on a le flux de trésorerie d'investissement. Donc ça, en fait, c'est justement ce que, pardon, je me suis trompé, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire, par exemple, si l'entreprise, elle doit investir dans des data centers, ça va apparaître ici. Donc, là, si on voit qu'elle fait des achats, et là, vous pouvez, en gros, ça va être les flux de trésorerie qui vont permettre à l'entreprise de gagner plus d'argent plus tard. Donc, c'est un investissement. Et ça, en fait, les flux de trésorerie de finance, ça va être tout ce qui est lié, qui n'est pas lié, en fait, à des investissements. Donc, je vous prends un exemple. Une entreprise, elle peut racheter des actions. Enfin, quand je dis investissement, ça va être des investissements dans quelque chose qui va contribuer à l'enrichir, mais d'un point de vue purement en fonction de son activité. Par exemple, dans Microsoft, ça va être acheter des data centers, investir dans des logiciels, etc. Alors que là, dans la finance, flux de trésorerie de finance, ça va être plus être des choses d'un point de vue, on va dire, euh, lié à la finance. Donc, par exemple, le rachat d'actions ou le rachat quand on rembourse la dette, ou etc. Par exemple, là, vous allez voir ici émission nette de paiement de dette. Donc c'est par exemple là, elle a remboursé sa dette. Donc ça, par exemple, ici émission nette d'actions ordinaires. Donc c'est-à-dire elle a émis des actions. Mais c'est constitué que en fait ça c'est ici c'est l'entreprise elle a émis des actions ici. Et là on voit ici elle a payé des actions. Donc ça veut dire qu'elle a dû racheter des actions, je pense. Dividende de trésorerie pareil ici. Action ordinaire payée. Ok. En fait, là, elle a payé des dividendes. Là, on a le paiement des dividendes, en fait. C'est-à-dire les dividendes, c'est quand un groupe de personnes détient des actions, on va leur donner des versements. Et donc là, c'est l'entreprise ici, elle a payé ces gens-là. Donc vous voyez, tout ce qui est négatif, c'est de l'argent qui euh, part des poches de l'entreprise, et ce qui est positif, c'est l'argent qui rentre dans les poches de l'entreprise. Donc là, par exemple, ici, pourquoi c'est négatif? Parce que l'entreprise, elle a dû racheter des actions. Et ici, émission d'actions, ça veut dire l'entreprise a émis des actions. Pourquoi? Parce que quand on émet des actions, eh bien, ça génère de l'argent, par exemple. Alors que là, si on vend des actions, merde, attendez, si on rachète des actions, eh bien, ça coûte de l'argent parce qu'il faut de l'argent pour racheter des actions. Remboursement de la dette, ça c'est remboursement. Ah oui, là, ça apparaît plusieurs fois. Vous voyez, c'est la même chose ici. Paiement d'actions, ils disent rachat du stock de capital, ça veut dire rachat d'actions. J'ai un peu de mal parce que là c'est en français, moi je lis un peu en anglais d'habitude. Ah, free cash flow, ouais. L'argent qui reste vraiment. Ok, ok, ok. D'accord. C'est ce que je pensais en fait. Ouais. C'est donc l'argent qui reste dans les caisses de l'entreprise.
Donc là, en gros, ça veut dire qu'une entreprise comme Microsoft, là, vous voyez, on apprend toujours et on n'a pas besoin, moi j'ai fait des performances, on n'a pas besoin de comprendre tellement que ça, l'analyse comptable, juste savoir les bases, quoi. Par exemple, là, je pose des questions. Moi, je vois ce que c'est le free cash flow, mais euh, il y a une question que je me pose des fois, c'est pourquoi, genre, le free cash flow, il est à 74 milliards, et là, les espèces, ils sont à 30 milliards quand on va dans la trésorerie. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, ah, d'accord, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, ouais. Free cash flow, c'est l'argent généré pendant un an. Si on regarde sur un an, ça va être l'argent généré sur un an. Mais c'est pas vraiment généré par les activités parce que ça peut être aussi l'argent qui est généré par la vente d'actions, par exemple, ou par la dette. Par exemple, si tu émets de la dette, il y a des gens qui te prêtent de l'argent, ça va rentrer dans le free cash flow. Le free cash flow, en gros, par exemple là, ça va être de l'argent qui est rentré dans l'écosystème, dans l'entreprise. Par exemple, en 2022, il y a 65 milliards qui est rentré en positif, là 59, là 74, etc., etc. Donc c'est sur une période donnée. Alors que la trésorerie, c'est à un instant T. Mais sachant que dans le free cash flow, ça inclut, pour faire le calcul du free cash flow, il faut utiliser tout ça. Donc par exemple, si on émet de la dette, enfin si on nous prête si une banque nous prête de l'argent, ça va rentrer dans le free cash flow. Voilà, je vous ai présenté un peu la comptabilité. Donc en gros, si vous voulez voir si l'entreprise, est, on va dire, pardon, si vous voulez voir si l'entreprise est assez stable et risque pas de faire faillite, vous allez regarder dans le bilan. Si vous voulez savoir qu'est-ce que fait l'entreprise de son argent, comment elle gère son argent, vous allez voir dans les flux de trésorerie. Si vous voulez savoir comment l'entreprise, combien fait de bénéfices, quelles sont ses marges, etc., quel est son chiffre d'affaires, quel est le bénéfice par action, etc. Vous allez dans le bilan. Et maintenant, on va voir ce que j'aime bien, c'est-à-dire la stratégie. Donc, vous voyez, c'est assez drôle parce que moi, vous allez dire, tu connais pas le free cash flow. Bon, déjà, je le connaissais, j'ai un peu oublié. Mais c'est pour vous dire que même si vous maîtrisez pas totalement la comptabilité, eh bien, si vous avez des questions, vous cherchez et là, vous comprenez. Et en fait, c'est comme ça, on apprend petit à petit. On n'a pas besoin de tout comprendre dès le début, quoi. Donc maintenant le cercle de compétences. Donc en gros moi enfin Warren Buffett en fait sa stratégie c'est d'investir seulement dans ce qu'il comprend. Pour prendre l'exemple, si tu connais pas ce que c'est que le free cash flow, bah t'essayes pas de faire semblant de connaître, tu cherches. Bah là c'est la même chose. Si tu comprends pas telle entreprise, eh bien euh, tu vas regarder bah, tu vas pas la regarder, peut-être tu vas te concentrer sur des entreprises que tu comprends. Donc c'est ça vraiment la stratégie, faut se spécialiser sur des choses que l'on comprend et ne pas tomber dans les biais cognitifs qu'on a vu tout à l'heure, notamment le biais cognitif de penser qu'on est meilleur que les autres, penser qu'on comprend mieux que les autres, alors qu'on n'a jamais, on connaît rien. Voilà, il faut rester humble, quoi. Donc c'est pour ça, c'est ça la stratégie du cercle de compétences. Par exemple, moi, j'ai investi là où j'ai fait le plus d'argent, j'ai investi dans 4 actions. Donc il y a 2 entreprises qui sont liées de plus ou moins près au secteur du jeu vidéo. Donc moi, je suis quelqu'un, je m'y connais en jeu vidéo, j'ai joué à beaucoup de jeux, je connais l'industrie, j'ai même créé mon propre jeu vidéo. Donc c'est un secteur que je comprends. Et c'est plus facile pour moi d'aller dans un secteur comme celui-ci que d'aller dans un secteur pharmaceutique. Même si là, on va encore parler d'un truc, il y a la hype. Par exemple, en ce moment, c'est la hype de l'IA. Donc vous allez vous dire, oh, il faut que j'investisse dans des entreprises euh, ou qui investissent dans l'IA. Mais comment vous faites votre choix si vous connaissez rien à l'IA? Autant que vous investissiez dans un truc que vous comprenez et ne pas céder à la hype. Voilà. La hype, c'est-à-dire quand l'effet moutonnier que tout le monde fait, quoi. Donc maintenant, on va voir. Donc ça fait partie de la stratégie qui va nous permettre de surperformer. Donc maintenant, il y a un concept que vous devez comprendre qui est
hyper important, c'est le concept d'avantage concurrentiel. Donc un avantage concurrentiel, c'est un avantage qu'une entreprise va avoir sur d'autres entreprises ou sur potentiellement de nouveaux venus. Par exemple, si vous mettez votre commerce en bas de la rue, vous achetez des trucs à un producteur, etc. Quel est votre avantage concurrentiel par rapport à quelqu'un d'autre? Il est assez faible en fait. Tout le monde peut vous copier. Il faut juste un peu d'argent pour investir, mais voilà, grosso modo, acheter une petite épicerie, ça va, ça demande pas beaucoup d'investissement. Donc déjà, tout le monde peut faire comme vous. Ensuite, vous n'avez pas vraiment d'avantage. C'est quoi votre spécialité par rapport aux autres? Voilà, c'est des questions auxquelles il faut poser. Donc là, on va voir les avantages concurrentiels dans plusieurs exemples. Par exemple, Coca-Cola. C'est une entreprise, si on prend juste la boisson rouge là, rouge et blanche, c'est une marque connue. Donc des millions de gens la connaissent. Vous, si vous arrivez sur le marché, personne vous connaît. Donc vous pouvez pas jouer sur votre marque, puisque personne connaît votre marque. S'il y a votre marque de boisson à côté de Coca-Cola, les gens vont prendre Coca-Cola parce qu'ils connaissent. Et puis ça a aussi des effets psychologiques, mais bref. Donc il y a la force de la marque, il y a Apple par exemple. Apple c'est une marque, voilà, il y a un premium, on se dit c'est un peu luxueux. Ou LVMH ou Louis Vuitton par exemple. Est-ce que les sacs Louis Vuitton sont vraiment mieux que les sacs Hermès? J'en sais rien et j'en ai rien à faire. Mais pour des gens, peut-être ils vont préférer le sac Hermès parce que il y a la marque qui est meilleure. Alors que la qualité finalement, on s'en fout. C'est juste du storytelling tout ça. Donc après là, je vous parlais par exemple de l'effet d'échelle. Donc par exemple, imaginons vous avez une usine qui produit du métal. Plus votre usine elle est grande, plus vous allez pouvoir faire des gros volumes, donc plus vous allez pouvoir acheter des grosses quantités, donc vous allez payer moins cher pour les quantités. Quelqu'un qui a une plus petite usine, il va être un peu, ça va être problématique pour lui, justement, parce qu'il n'aura pas autant de volume. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet d'échelle, ça. Et on retrouve beaucoup dans l'industrie, par exemple. Ça peut être plusieurs choses, mais en général des industries qui coûtent assez pas mal d'argent, quoi. Ensuite, un autre avantage, ça peut être la spécialité. Imaginons que moi, je vends des services d'investissement comme je le fais, j'enseigne l'investissement. Bah, j'ai essayé de me spécialiser dans la sélection d'actions. Je suis pas allé dans les ETF, dans les choses, on va dire, dans plein de choses différentes. Je me suis vraiment spécialisé dans ça. Et pareil, si vous, une entreprise par exemple qui se spécialise dans la fabrication de gourdes comme ça en verre, bah peut-être c'est intéressant pour elle de se spécialiser là-dedans, puisque au lieu d'avoir 10 000 produits différents et de complexifier tout, ces chaînes logistiques, etc., bah elle aura juste à faire ça, elle peut uniformiser, ça va faire baisser les coûts. Et après aussi, dans l'esprit des gens, par exemple, ils se diront, ok, cette entreprise-là, si je veux acheter un bouquet comme ça, il faut que j'achète cette marque, parce que cette marque, elle est spécialisée. Donc dans la tête, dans la tête des gens, ils ont euh, compris qu'une marque, c'était lié à un service et voilà. Donc on a une meilleure qualité, on a un prix qui est inférieur peut-être, ou bien même potentiellement, vu qu'on est le seul à être spécialisé là-dessus, on peut faire un prix supérieur. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc ensuite, le coût de changement. Là, c'est voilà, c'est un autre avantage concurrentiel. Je ne sais pas si vous connaissez la suite Adobe. Donc c'est, on va dire, c'est une entreprise qui donne des logiciels. Donc, quand on utilise, qui propose des logiciels. Quand on utilise un logiciel Adobe, par exemple Photoshop, pour faire du montage photo, eh bien, on met 1 an à apprendre le logiciel. 1 an. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Donc, si le logiciel coûte 20 euros par mois, si maintenant ils augmentent leur prix à 25 euros par mois, eh bien, on va se dire, bon, ça m'énerve de payer 5 euros de plus, mais bon, entre payer 5 euros de plus et changer de logiciel, sachant que le nouveau logiciel, je vais devoir tout réapprendre, ça va me prendre 1 an en plus, le choix, il est vite fait. Donc voilà. Donc ça s'appelle le coût de changement. Et il y a plein d'avantages concurrentiels comme ça. D'ailleurs, si vous voulez en connaître plus, bah, vous pouvez chercher sur Internet avec ChatGPT ou autre. Vous pouvez demander ça. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel. Donc nous, on veut des entreprises avec un avantage concurrentiel durable, qui ou ça peut être même, bref, c'est ça. On veut un avantage concurrentiel.
ou des avantages concurrentiels. Je vais vous prendre un exemple personnel, par exemple. Moi, j'ai investi dans Meta aussi, plusieurs raisons, mais notamment un avantage concurrentiel qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils ont euh, euh, beaucoup de gens. Donc, ce qu'on appelle l'effet de réseau. C'est un autre avantage concurrentiel, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si tous tes amis sont sur les réseaux sociaux, tu vas pas aller sur un autre réseau social où tu as zéro ami. Ça n'a aucun intérêt. Du coup, tu vas rester sur les réseaux sociaux de Meta, à savoir Facebook, Instagram, etc. Et donc voilà. Ensuite, maintenant, on va voir le euh, ce qu'on appelle en fait quand on achète une action. Voilà, c'est un peu comme si vous achetez une maison, vous allez regarder le prix. Vous n'avez pas envie d'acheter une maison qui vaut 10 euros et l'acheter à 1 million d'euros. C'est normal. Donc c'est pour ça, pour chaque action qu'on achète, on va essayer d'évaluer le prix et pardon, on va même essayer de prendre, de l'acheter à un prix inférieur à sa valeur réelle. Donc si vous achetez une maison qui vaut 1 million, vous la payez 1 euro, c'est une bonne affaire. Bah, c'est pareil pour les actions. Donc on va estimer l'évaluation du prix, enfin on va évaluer le prix des actions. Donc le prix, enfin on va évaluer la valeur réelle d'une action. En fait, le prix, il y a le prix qu'on voit affiché dans les courbes, etc. Ça, c'est le prix que les investisseurs, donc l'ensemble des gens qui sont prêts à acheter et à vendre, c'est le prix qui est fixé par la masse, par les investisseurs. Et ça, ce prix, c'est pas forcément le prix réel. Par exemple, si une maison, elle vaut en bas de chez vous, elle vaut 500 000 euros. Ça, c'est le prix affiché. Donc, ça va être le prix comme on voit le prix d'une action, par exemple. Mais si vous savez que son prix réel, c'est supérieur, ça vaut le coup d'acheter. Donc, il faut bien euh, différencier le prix réel et le prix actuel, donc enfin la valeur réelle qui doit être établie par vous en tant qu'investisseur et le prix que les autres investisseurs estiment que ça vaut. Donc pour faire le calcul, comment on détermine le prix d'une action? C'est en fait le but d'une action, en gros, ça va être de pourquoi vous achetez une action? Parce que vous voulez faire. Pourquoi vous achetez une entreprise? Parce que vous voulez faire des bénéfices. Donc c'est lié à l'argent qu'elle génère. Donc nous, on va faire simple pour l'instant. Le prix d'une entreprise, ça va être lié euh, à ses bénéfices. Donc, en gros, une entreprise, pour estimer la valeur d'une entreprise, on va se dire que c'est une, on va essayer de savoir combien d'argent va générer l'entreprise au cours de toute sa vie. Et euh, en prenant cet argent-là, ça va nous déterminer le prix de l'entreprise en fait. Donc, bien évidemment, on va prendre en compte le fait que l'argent maintenant, ça vaut plus que l'argent dans un an. Parce que là, maintenant, on l'a et il est avec nous, quoi. On peut le réinvestir même. Donc, c'est pour ça que on va à chaque fois, en fait, on va calculer, on va essayer d'estimer quand on analyse une entreprise ses bénéfices futurs pour pouvoir déterminer le prix de l'entreprise. Ok. Euh, et en fait, à chaque année, on va réduire de un certain pourcentage pour tenir compte, pour prendre en compte le fait que la valeur de l'année suivante est inférieure à l'argent généré cette année. Et à chaque fois, on va soustraire. Ce qui fait que, à long terme, en fait, finalement, les bénéfices qui sont dans 20 ans, dans 30 ans, finalement, ça va avoir peu d'impact sur le prix de l'entreprise, puisque ce sera des bénéfices qui seront très, qui seront disponibles avant longtemps, quoi. Qui ne seront pas disponibles avant longtemps. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, c'est ça, quoi. Et donc, pour calculer combien une entreprise nous rapporte, c'est pour ça qu'il faut faire toute l'analyse préalable que je vous ai dite, donc l'analyse comptable, etc., les avantages concurrentiels, analyser bien sûr son marché, tout ce qui touche à l'entreprise vraiment, et essayer de comprendre. Mais des fois, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre.
Parce que des fois, c'est tellement évident que ça saute aux yeux. Par exemple, alors des fois, ça saute aux yeux, quoi. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Si je vous dis une Ferrari, je vous la vends 1 euro, vous savez que ça vaut le coup de l'acheter. Si c'est une vraie Ferrari. Bah là, c'est la même chose. Donc c'est pour ça, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Mais c'est pour ça qu'il faut mieux acheter euh, une entreprise et un secteur dans lequel vous comprenez. Par exemple, une entreprise, je sais pas, une entreprise A, vous vous dites, cette entreprise-là, comparée aux autres, elle a un avantage A, B, C. Ces trois avantages, ça va faire que ça va être la numéro un, elle va tout exploser parce que les autres, ils font complètement l'inverse et ils ont rien compris. Et bien là, vous dites, cette entreprise-là, ça peut être intéressant. Et si en plus vous voyez qu'elle a un prix inférieur à sa valeur réelle, en faisant le calcul qu'on va voir ici, là vous dites, ok, c'est doublement intéressant. C'est un peu comme si vous voyez quelqu'un d'obèse, vous n'avez pas besoin de le peser pour savoir qu'il est obèse. Des fois, ça se voit. Quelqu'un de fin comme moi, ça se voit que je suis fin. Vous allez dire, ok, moi je fais moins de 100 kilos. Ça se voit. Pas besoin de me peser détail par détail, et puis si je me coupe les cheveux, est-ce que ça fait plus, est-ce que ça fait moins? Non, on s'en fout. Donc maintenant, on va voir comment évaluer le prix. Désolé pour cette digression, mais c'était important de le faire. Donc, en fait, pour évaluer le prix d'une entreprise, comme je vous l'ai dit, ici, vous voyez la formule ici. Si une entreprise, elle va générer 1 milliard d'euros euh, cette année, eh bien, pour déterminer la valeur intrinsèque de l'entreprise, vous allez faire, déjà, l'entreprise, elle vaut plus d'1 milliard d'euros. Ensuite, la seconde année, vous allez vous dire, OK, elle va aussi générer 1 milliard d'euros. Eh bien là, vous allez faire, en utilisant cette formule ici, donc là, le taux d'actualisation, justement, c'est ce dont je vous parlais avant. En gros, ça va être le montant. La question, c'est ça, par exemple. Est-ce que tu préfères avoir 1,10 € dans un an ou 1 euro maintenant? C'est ça la question. Si la réponse c'est moi, je m'en fous. 1 euro maintenant ou 1,10 € dans un an, pour moi, c'est la même chose. Alors ça veut dire que votre taux d'actualisation, ça va être 10%. 1 euro aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro dans 5 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Si on retire l'inflation, etc., les risques. Oui. Un taux, donc c'est un pourcentage en fait, qui va vous permettre de prendre en compte le fait que 1 euro maintenant vaut plus qu'1 euro demain, puisque maintenant vous l'avez. Alors que demain, vous allez devoir attendre. Donc il y a le facteur temps qui rentre en jeu. C'est un peu complexe à comprendre, mais en gros, vous prenez pas la tête. Vous prenez un taux, peu importe lequel. Donc, par exemple, moi, je prends 10% en général. 10%. Mais vous pouvez faire varier. Et en gros, si vous prenez un taux à 10%, ça veut dire que vous préférez, ça vous est égal d'avoir 1 euro maintenant ou 1,10 € dans un an. Pour vous, c'est la même chose. Mais si vous préférez avoir 1,10 € dans un an, ça veut dire que le taux est, du coup, vous allez réduire le taux, quoi. Si vous dites, voilà, moi je préfère avoir 1,20 € dans un an plutôt que 1 euro maintenant, ça veut dire que le taux il va être à 20%. Mais en général, là je complique un peu, mais vous prenez pas la tête, vous prenez par exemple 10%. 10% parce que le marché il fait du 10% par exemple. Donc vous dites de toute façon, cet argent que j'ai, en le plaçant ailleurs, de toute façon je ferai du 10%. Donc pourquoi je vais me faire chier à sélectionner des actions si je peux l'avoir de l'actualisation. Donc par exemple là, donc voilà, pour calculer la DCF, on va utiliser, comme je dis, le taux d'actualisation. Vous voyez, vous prenez par exemple, c'est ça ici, voilà. L'entreprise elle génère 1 milliard et vous divisez par le calcul que je vous ai dit, donc 1 plus 10%. Là c'est sur la troisième année. Mais si c'était l'entreprise qui génère, donc par exemple là l'entreprise, on va dire qu'elle génère la même somme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous prenez ce chiffre et vous mettez à la puissance 1, vous obtenez un nombre ici. Ce nombre, vous additionnez avec la même chose à la puissance 2 et la même chose à la puissance 3, la même chose, etc., etc., etc. Et ça va vous donner la valeur intrinsèque de l'entreprise.
En gros, la DCF, ça va vous permettre de calculer. Donc la DCF, c'est une technique, discounted cash flow. Ça va vous permettre de calculer la valeur de l'entreprise que vous pensez qu'a l'entreprise. OK? Et cette valeur-là, vous allez pouvoir la comparer à la capitalisation de l'entreprise actuelle. Par exemple, si vous pensez, grâce à la DCF, que l'entreprise vaut 1 milliard et que après vous tapez sur Internet et vous voyez que la capitalisation, elle est de 500 millions, ça veut dire que potentiellement, vous pensez que sa valeur réelle vaut plus que la valeur que le marché pense qu'elle vaut. Et si vous voulez savoir comparer ça avec les actions, c'est très simple. Vous calculez votre chiffre avec la DCF, vous divisez par le nombre d'actions et après vous allez obtenir euh, une valeur et cette valeur vous allez la comparer avec la valeur de l'action actuelle. Par exemple là vous voyez, capitalisation elle est de 2,4 milliards d'euros pour Alphabet. Si vous faites votre DCF et que vous voyez qu'en fait pour vous ça vaut 10 milliards, enfin 10 trilliards, ça veut dire que potentiellement, acheter du alphabet, c'est intéressant. Et après, bien sûr, on va voir, après, faut coupler ça avec tout ce qu'on a dit avant. Donc, il faut que l'entreprise ait un avantage concurrentiel. Mais normalement, dans votre DCF, calcul de DCF, faut inclure le fait qu'elle ait, enfin, toutes vos autres informations. C'est-à-dire que il faut que, si vous pensez que l'entreprise a un avantage concurrentiel de fou, ben, il y a de grandes chances pour que ses revenus continuent à croître. Donc c'est pour ça, toute votre stratégie, faut l'intégrer aussi dans votre calcul grâce à la DCF. Par exemple, des fois, vous dites voilà cette entreprise va aller dans tel secteur, secteur technologique, ça va bien marcher pour telle et telle raison. Et je pense que le marché il a un potentiel de percer dans tel marché et tout ça. Donc vous allez vous dire donc ces revenus vont augmenter de temps. Alors, vous allez prendre des fourchettes. Et bref, tout ça, ça va vous permettre de calculer la DCF et de comparer. Donc, comme je l'ai dit, la capitalisation boursière ici de l'entreprise avec sa valeur que vous avez déterminée grâce à la DCF, ou bien, si vous voulez, vous pouvez comparer la valeur des actions ici. Donc, et pour ça, vous allez prendre votre calcul donc de la DCF, votre gros chiffre que vous obtenez à la fin, vous le divisez par le nombre d'actions et vous allez obtenir un chiffre que vous allez comparer à ça. Si le chiffre, bien entendu, il est supérieur, ça veut dire que potentiellement c'est bien d'investir. S'il est inférieur, ça veut dire que c'est pas terrible. S'il est égal, c'est pas terrible. Voilà, aussi, ce qui est bien aussi, c'est avoir une marge de sécurité. Par exemple, si vous voulez acheter du méta, vous pensez que c'est une bonne entreprise, bien, c'est d'avoir une marge de sécurité. Par exemple, des fois, vous pensez que, grâce à vos calculs, vous pensez que la valeur intrinsèque est inférieure. Bah, des fois, vous dites, moi, j'accepte 20%. Donc, faut que l'entreprise vaut 20% moins cher pour que j'achète cette entreprise. Et après, grâce à ça, vous aussi, grâce à tout ce qu'on a établi avant, la stratégie, etc., vous pouvez savoir si c'est une bonne entreprise ou non. Donc après, peut-être que maintenant, vous avez du mal à voir le lien entre la DCF et tout ce que j'ai dit avant. Bah en fait, c'est parce que je sais pas, on va vous expliquer par exemple. Là, c'est à vous de faire vos recherches et de faire un raisonnement un peu logique. Donc par exemple, vous voyez qu'une entreprise, elle est en France, elle se développe dans un autre pays, vous voyez que son chiffre d'affaires, il est de temps, ses bénéfices, etc. Et vous vous dites, ça marche dans l'autre pays, ça marche dans l'autre continent, ça marche partout, tout le monde, ça fonctionne, donc elle se développe à une vitesse. Là, vous allez dire peut-être que la vitesse va augmenter ou qu'elle va être stable, etc., etc. Et après, vous vous dites, mais peut-être que les bénéfices là générés ici là, ils vont chuter. Et du coup, c'est là que ça rentre en compte l'avantage concurrentiel. Vous dites non, parce qu'elle a un avantage concurrentiel qui est ça et que les autres peuvent pas lutter. Et aussi, elle fait, je sais pas, elle se développe dans tel secteur qui est un secteur euh, dans lequel elle a un autre avantage concurrentiel, etc. Mais des fois, ça peut être en fait, il y a tellement de raisonnements possibles que je peux pas tout vous dire. Mais moi, par exemple, je vais prendre un exemple personnel. Donc, j'avais une entreprise que j'avais analysée qui s'appelait Game Workshop, qui en fait faisait des figurines donc physiques et en fait qui, à un moment, s'était lancé dans le marché du digital en fait. Donc en gros, l'univers qu'elle avait dans dans le secteur physique, elle allait
le mettre dans le secteur digital et ça commençait à marcher. Et moi, je pensais qu'elle avait un avantage parce que ses histoires étaient incroyables et on appelle ça le lore, c'est-à-dire l'histoire de l'univers est tellement incroyable et il n'y avait pas d'égal que je me suis dit c'est sûr ça va marcher. Et en plus il y avait des fans qui étaient les fans de cet univers, c'était ultra intéressés, ultra motivés. Donc donc je me suis dit voilà il y a une forte chance pour que la croissance augmente. Et le marché il pensait que la croissance allait être à une vitesse on va dire moindre. Donc moi dans mon analyse, je me disais la croissance va exploser et le marché il pensait là la croissance va continuer mais elle va pas exploser. Donc je pensais donc là ça veut dire que euh, potentiellement il y a un intérêt à investir quoi. Puisque je pensais que l'entreprise allait faire mieux que ce que le marché pensait qu'elle allait faire. Parce que le marché il pensait par exemple que l'entreprise elle vaut 700 000 et alors que l'entreprise elle vaut beaucoup plus selon mon analyse. Donc là, voilà encore une fois, euh, j'ai analysé ça quoi. Mais après c'est pas une science exacte, c'est plutôt un art. Donc après si vous pouvez voir d'autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne, vous allez pouvoir voir des exemples et de pourquoi j'ai investi lorsque j'ai investi quoi. Donc après voilà maintenant je vais vous parler des bonus, des critères supplémentaires. Donc quand on, là j'aime bien parler de ça. Donc quand j'investis dans une boîte, j'aime bien qu'il y ait un management intègre, c'est-à-dire un management qui vous raconte pas des conneries, qui vous dit la vérité même si c'est dur à entendre. Et voilà. Et pour voir ça, c'est moi j'ai pas mal de chance. Je pense que j'arrive bien à lire les gens, mais après dans ce secteur-là, c'est un peu plus compliqué parce que tout est maîtrisé, l'image, etc. Donc leur apparition est maîtrisée, etc., etc. Mais en gros, vous analysez ce qu'ils disent, quoi. Et vous analysez ce qu'ils ont dit avant, ce qu'ils ont dit maintenant, comment ils changent leur discours. En général, aussi, quand ils en font trop, c'est qu'il y a anguille sous roche. Moi, je préfère j'aime bien le management qui se sous-estime, qui dit voilà, on a un objectif honnête, etc. Euh, Des fois, il y a beaucoup de management qui survendent en fait. C'est plus des vendeurs que des gens qui objectivement essayent de présenter leur entreprise. Et en fait, avoir un management intègre est bon parce qu'il y a l'intégrité et il y a le fait qu'il soit bon ou pas, quoi. Mais si c'est un management intègre, enfin, si c'est une entreprise, par exemple, qui est incroyable, il n'y a pas besoin d'un très bon management. De toute façon, bref, des fois, on surestime l'impact du CEO. Parce qu'on se dit, waouh, l'entreprise, elle cartonne, le CEO, il doit être incroyable. Mais en fait, non. Peut-être que c'est une entreprise unique et qui a un tel avantage par rapport aux autres que pour la déclasser, c'est compliqué. Euh, Mais en tout cas, il faut, si vous voulez, même si vous mettez quelqu'un d'incompétent dans une entreprise qui cartonne et qui a un avantage concurrentiel de malade, l'entreprise, elle se débrouillera toujours plutôt bien. Mais si vous mettez un incompétent dans une entreprise qui galère, qui a de la dette, etc., et qui a du mal, etc., bah là, ça va être plus problématique. Donc déjà, je pense que la première étape, c'est d'avoir une entreprise qui, on va dire, qui fait partie des 1%, quoi. Mais vous pouvez toujours regarder les capacités, l'intégrité du management. Après, vous pouvez toujours creuser encore plus loin. Mais là, je peux pas tout expliquer dans cette dans cette diapo. Mais voilà. Et donc voilà, après le petit plus que moi je fais personnellement, investir dans une entreprise qui a un impact positif sur le monde. Donc personnellement, moi j'investirais pas dans des entreprises qui sont liées à l'exploitation des animaux, donc la viande, etc. Ça c'est moi personnellement. Peut-être vous avez d'autres préoccupations. Ça peut être écologie, par exemple. Vous dites, moi, j'investis pas dans des entreprises pétrolières. Peut-être vous avez une logique là-dessus. Donc, je trouve ça intéressant de d'aborder aussi ce point. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc maintenant, je vais vous proposer quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. C'est possible. Vous cliquez
sur le bouton en dessous et euh, je ferai une analyse personnalisée de votre portefeuille. Oui, c'est vrai. Si jamais ou de peu importe, vous avez des questions, etc. On peut prendre rendez-vous et discuter de tout ça, de choses, de stratégies que vous voulez faire, ou peut-être que vous, par exemple, ça fonctionne pas avec vous. Voilà, vous avez plein de questions. On peut en discuter et je peux vous aider. Donc, on peut faire pas un coaching, mais un appel euh, face à face. Et euh, à la fin de cet appel, je vous proposerai, si vous le souhaitez, de rejoindre un coaching qui sera payant, mais je vous le dis comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise, vous avez le droit de refuser, etc.